Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette webconférence sur le thème « Le dialogue social en faveur de l'attractivité des entreprises ». Webconférence proposée par l'Observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du Var. Vous pouvez poser vos questions en ligne. Nos intervenants y répondront à la fin du webinaire. Monsieur Guyot, vous êtes le vice-président de l'Observatoire du Var. Je vous laisse la parole. Alors, je réitère le bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis monsieur Guyot Thierry, vice-président de l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social. Donc, c'est un organisme qui est issu directement des ordonnances au travail de 2017 et qui a une composante tripartite avec 6 représentants tout au plus des salariés et 6 représentants des employeurs, ainsi que de la responsabilité de l'unité départementale de la TRITS. La présidence donc de l'Observatoire est exercée à tour de rôle entre les salariés les syndicats de salariés et du patronat. Voilà. Et nous avons comme mission au niveau de l'Observatoire départemental, d'établir un bilan régulier du dialogue social dans le département, surtout pour les entreprises, pour les petites et moyennes entreprises, répondre aux saisines des organisations syndicales et professionnelles représentatives relatives aux difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation, et enfin d'apporter un concours et une expertise juridique aux entreprises et son ressort dans le domaine du droit social. Vous l'aurez compris, les missions sont vastes et les moyens sont très moyens. Donc, il sera compréhensif aussi qu'on puisse répondre à toutes les demandes qui puissent exister, du fait qu'on a énormément peu de temps pour y consacrer toute l'expertise qu'on pourrait avoir. Voilà. Nous allons donc aborder le dialogue social en faveur de l'activité des entreprises. Donc nous aurons les chiffres clés relatifs aux tensions de recrutement dans le Var, les leviers de l'attractivité, l'exemple de la filière transport et logistique par exemple. Nous aurons aussi le dialogue social comme levier d'activité présenté par l'Observatoire du dialogue social, le témoignage d'une expérience du dialogue social dans une structure dotée d'un CSE, humain, ex-ADPI. Enfin, nous présenterons les outils pour mieux appréhender le dialogue social, qui sera présenté par mes soins. Et enfin, nous aurons une foire aux questions et la conclusion de ce webinaire. Voilà. Je passe la parole à l'ODS, à la DRIT, excusez-moi. Bonjour. Donc, Aurélie Philimon, chargée de mission à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Je vous présenterai très rapidement les chiffres clés relatifs aux tensions de recrutement dans le Var. Donc, des tensions de recrutement qui préexistent bien sûr à la crise sanitaire, mais qui ont été renforcées avec la reprise économique et qui touchent désormais la plupart des secteurs d'activité. Alors, en 2020, la DARES, donc la direction aux études statistiques du ministère du Travail et Pôle emploi ont élaboré une nouvelle méthodologie pour mesurer ces tensions sur le marché du travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on prend en compte le rapport entre le flux des offres d'emploi en ligne, celles de Pôle emploi, mais aussi qu'on trouve sur Indeed, LinkedIn ou les autres réseaux, le flux de demandeurs d'emploi de catégorie A, le taux de sortie des listes, mais aussi la part des projets de recrutement qui sont anticipés comme difficiles par les employeurs. Et on arrive à un indicateur de 1 à 5 qui vont donner les niveaux de tension de recrutement dans certains secteurs ou métiers. Si rapidement
on regarde le Var, sans surprise, ces secteurs les plus touchés par des tensions de recrutement, par des recrutements difficiles, sont l'hôtellerie, restauration, tourisme, 4 métiers concernés, la santé et services à la personne, dont l'assistance auprès d'enfants et auprès d'adultes, le transport et la logistique, au premier chef le métier de chauffeur routier, le support à l'entreprise et services aux collectivités, la comptabilité par exemple, on le verra sur une carte, mais est un secteur, un métier extrêmement touché par les tensions de recrutement dans le Var. Le commerce, la vente, la grande distribution oui, mais aussi dans le Var essentiellement des petits commerces comme le boulangerie, les boucheries, la coiffure, l'esthétique qui sont touchés par une pénurie de main-d'œuvre. La construction, bâtiments, travaux publics, sans surprise, l'industrie, la maintenance, des métiers d'ingénieur, mais également de soudure ou chaudronnerie, et l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, avec dans le Var essentiellement des métiers saisonniers. Revenons sur la slide précédente, puisqu'il y a également des indicateurs secondaires qui ont été mis en place pour éclairer les causes de tension. Alors, on peut citer, dans le but, bien sûr, de savoir sur quoi est-ce que les pouvoirs publics peuvent agir et les branches professionnelles peuvent agir, quels sont les leviers qui peuvent être déclenchés. Alors, on a des facteurs qui sont bien connus liés à l'emploi, aux conditions de travail contraignantes, un emploi non durable avec les métiers saisonniers, ou une image du métier qui est dégradée et qui ne correspond plus forcément, et c'est le cas par exemple dans le transport logistique, à la réalité du métier. Des facteurs qui vont être plus liés aux candidats, manque de qualification, des contraintes personnelles qui sont en rapport avec la mobilité, la garde d'enfants, ou la difficulté à se loger sur le territoire, notamment dans certaines zones littorales de notre département. Et puis aussi un nouveau rapport à la vie professionnelle qui a été largement documenté, mais sur lequel on peut difficilement agir, mais qu'il faut prendre en compte dans nos actions. Des facteurs conjoncturels, une forte intensité d'embauche à un moment donné, qui correspond à un métier peu recherché par les demandeurs d'emploi, à un moment donné sur une zone géographique donnée. Donc là, c'est le mismatch bien connu sur lequel on peut essayer d'agir. Et ensuite, une offre de formation insuffisante sur le secteur. Donc, ceci peut être mesuré. Je passe rapidement sur là-dessus, mais pour 2023, en fait, l'enquête menée par Pôle emploi en chaque fin d'année, donc fin 2022 pour l'année 2023, auprès des employeurs, qui est l'enquête des besoins de main-d'œuvre, fait apparaître que donc 57 000 projets de recrutement, mais que 34% des établissements envisageaient au moins un recrutement en 2023, mais 65% des projets étaient anticipés comme difficiles, et toujours dans les mêmes secteurs. Et si on fait un focus par bassin d'emploi, on voit toujours ces mêmes métiers qui reviennent, donc les services domestiques, assistance auprès d'enfants, assistance auprès d'adultes, la comptabilité qui est même le premier métier en tension, en volume, d'offres dans le bassin d'emploi SVAR. D'accord. Donc là, on est vraiment sur les métiers les plus recherchés, vraiment ceux qui en volume sont les offres qui sont les plus recherchées, donc 2260 pour le bassin d'emploi d'Espoir, par exemple, pour la comptabilité. Et puis, bien sûr, on retrouve le secteur de l'hôtellerie-restauration. Alors, pour revenir au sujet du jour, qui est donc celui du dialogue social en faveur de l'activité des entreprises, je voulais vous citer le rapport Dole qui a été présenté au ministre du Travail il y a pile un an, le 8 novembre 2022, sur le rôle des branches professionnelles et de l'entreprise dans la résorption de ces tensions de recrutement. Et 11 recommandations sont formulées, dont la prise en compte, donc premier point, la prise en compte des leviers d'attractivité des métiers dans les négociations collectives. Or, pour prendre en compte ces leviers d'attractivité et de fidélisation, il faut bien les connaître. Et c'est pourquoi des branches ont décidé d'engager des travaux, et on voulait mettre un focus sur le secteur du transport logistique qui a été précurseur dans ce domaine, pour faire des travaux pour mieux connaître ces leviers d'attractivité et de fidélisation dans chaque métier et dans le secteur globalement, pour pouvoir après agir au mieux au moment des négociations collectives, que ce soit au niveau national ou en déclinant plus près de l'entreprise.
Donc, c'est pour ça que je vais laisser la parole à Monsieur Marmonnier, donc chargé d'action professionnelle à la FTPACA, qui va présenter une étude qui a été faite dans le cadre de l'EDEC, donc d'un engagement pour le développement de l'emploi et des compétences signé avec le ministère du Travail en 2018. Monsieur Marmonnier. Oh. Je vous remercie. C'est un petit peu tordu. Et à nouveau. Y a-t-il la possibilité de tourner les slides qui sont à l'écran ou pas? Dites-moi. Je pense pas que ce soit possible, désolé. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, bonjour à toutes et tous. Valentin Marmonnier, chargé d'action professionnelle au sein de la FT Transport et Logistique. Aujourd'hui, je vous parle d'une étude. Une étude qui est « À quoi aspirent les salariés des entreprises du transport et de la logistique ?» C'est une étude qui a été faite avec le mandat des partenaires sociaux et le soutien du PIC et qui a été réalisée, je vais le faire à l'oral du coup, auprès de plus de 1250, on a eu plus de 1250 répondants, 1251 répondants au total sur cette étude qui nous permettait de savoir, selon la génération des publics audités, quelles étaient leurs principales attentes dans le secteur du transport et de la logistique en termes de recrutement, de mission, mais également en termes sur la partie financière. Je vous transmettrai dans tous les cas les liens vers cette étude à l'issue de la présentation. 1250 répondants ont répondu à cette étude. 80% étaient des salariés, 20% des non-salariés, principalement des hommes, parmi la partie salariée, 75% d'hommes. Cette enquête visait les différentes générations. Quelles sont-elles? Vous les connaissez, c'est les baby boomers, donc les personnes qui vont avoir 57 ans et plus, qui correspondaient à 6% de nos répondants. La génération X, de 42 à 56 ans, 38% des répondants. La génération Y, de 27 à 41 ans, qui correspondait à 39% des répondants. Et enfin, la génération qui nous intéresse le plus aujourd'hui, les nouveaux arrivés, la génération Z, qui vont de 11 à 26 ans, qui correspondait quand même à près de 20% de nos répondants sur cette enquête. Cette enquête réalisée auprès de un peu plus de 1200 personnes, qu'est-ce qu'elle a démontré? Elle a démontré que 91% des salariés de la branche du transport et de la logistique sont aujourd'hui satisfaits et satisfaites du travail qu'ils exercent. On a posé une question, entre autres, qu'est-ce qui vous ferait partir de votre poste actuel? Et il se trouve que 77% des répondants n'ont pas d'argument ou n'ont pas de raison pour partir de leur poste actuel. Qu'est-ce qui attire réellement? Qu'est-ce qui va attirer le plus les personnes du secteur, les personnes qui ont été interrogées? C'est assez intéressant. On se rend compte que selon les publics qui vont être interrogés, les réponses ne vont pas être les mêmes. D'une part, on a toute la partie salariée. Les personnes qui vont être salariées du secteur, qui vont aimer dans leur profession justement tout d'abord le relationnel client, l'autonomie et la flexibilité qu'on peut retrouver dans l'activité, la pluridisciplinarité des missions, la partie conduite, entre autres. Pour la partie salariée, on a également toute la partie étudiante, les personnes qui sont en formation, qui vont vers le métier, vers le secteur, et on voit déjà des différences par rapport à l'a priori et aux idées qu'on se fait sur les différents métiers. Il ressort tout d'abord la route, le fait de conduire un véhicule. On fait remonter le fait que c'est un secteur en évolution. Merci beaucoup pour la présentation. Un secteur en évolution, un secteur qui va recruter. C'est vrai que cette opportunité d'emploi est le troisième levier qui est énoncé par les personnes qui sont en formation dans le transport et la logistique, la diversité des missions ainsi que l'autonomie et les responsabilités qui vont revenir. Et enfin, troisième catégorie de personnes pour les publics qui sont en demande d'emploi, qui prévoient de rentrer dans une formation de transport et logistique, de rentrer dans le secteur. Dans ce cas-là, le premier élément, l'élément le plus impactant pour ces personnes-là, ça va être la route. Ça va être le fait de conduire un véhicule, un camion, un bus, un car. Vient ensuite l'autonomie et les responsabilités qui vont être attachées à cette activité. En troisième position, le relationnel client. Là où on voit que pour les salariés, c'est vraiment le point d'orgue, le point le plus important. C'est intéressant de voir cette différence. Et enfin, la diversité des missions et la notion de voyage qui peut être apparentée à l'activité du transport et de la route. Justement, au vu de ces différents points d'attrait, il va exister également des différences générationnelles dans l'activité
Merci d'avoir passé la diapositive. Certaines différences générationnelles dans l'attractivité, on le voit, les baby-boomers vont plus apprécier la flexibilité des horaires de travail qu'on peut retrouver. Je le rappelle, on a audité des entreprises du transport et de la logistique, dont 27% des répondants étaient du transport de voyageurs, avec une activité qui, c'est vrai, peut proposer justement une certaine flexibilité au niveau des horaires, et c'est là qu'on va retrouver la plupart des réponses. La génération Z indique en plus de ça l'importance de travailler en équipe, l'entente avec les collègues, là où la génération Y, là où la génération Z va citer dans un premier temps les facteurs d'autonomie, tout l'aspect liberté, et va rajouter à ça le côté absence de hiérarchie, qui va plus intéresser la génération Z. Alors cette étude, évidemment, aujourd'hui, je vous la condense, je pourrais vous transmettre les liens pour que vous puissiez fouiner, récupérer toutes les informations, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette enquête sur les attentes des salariés? Elle nous dit que les membres des jeunes générations vont analyser avec beaucoup plus d'attention, en réalité, ce que va proposer l'entreprise, que ce soit en termes de qualité de vie au travail, en termes d'innovation, en termes de formation, en termes de mobilité professionnelle également. La jeune génération est d'ailleurs beaucoup plus attentive à l'équilibre entre la relation humaine et la dynamique de travail. On le verra après lorsque je parlerai un petit peu de la rémunération, mais c'est des informations qui remontent à ce niveau-là. En fait, il y a 5 grands facteurs qui vont influencer positivement ou négativement d'ailleurs l'attractivité d'une structure. Ça va être le contenu du travail, l'organisation du travail, le relationnel, l'entreprise en tant que telle et toute la communication qu'elle peut avoir derrière, toute sa marque employeur. Je vous parlerai de la marque employeur et de la démarche ambassadeur de l'emploi que prône, que met en place l'AFT pour les entreprises du transport et de la logistique. Donc vraiment cette image de l'entreprise. Et enfin, dernier facteur tout de même, la rémunération. Du coup, communiquer, les communications classiques ne suffisent plus réellement. Les candidats, ils ont besoin d'être projetés dans leur futur environnement, de percevoir réellement une culture d'entreprise. C'est le candidat, en fait, qui cherche à savoir si vous correspondez à ses attentes, à ses aspirations. Et c'est vraiment ce tour de force, en fait, ce passage de force là qui se constate dans cette étude. Du coup, aujourd'hui, il est essentiel de repenser tout ça, de réfléchir à comment se faire connaître ou se refaire connaître, cibler sa communication, donner la parole à ses salariés, vraiment faire du storytelling, raconter des histoires, montrer comment ça se passe réellement pour impliquer les personnes dans l'entreprise, renforcer sa présence territoriale également en intervenant, participant à tous les forums, toutes les actions, tous les salons, toutes les ouvertures de portes possibles. C'est d'autant plus de communication à l'externe qui peut être très importante pour renforcer son maillage, sa présence sur le territoire. Et également attirer, renforcer l'expérience du candidat, travailler sur ses offres d'emploi, exploiter différents supports pour ces offres, sélectionner autrement les candidats, des job dating, des actions un petit peu innovantes. Nous, à l'AFT, la semaine prochaine, on met en place un sport dating pour le coup, avec du sport, un baby-foot humain suivi d'un recrutement. C'est essayer de sortir un petit peu, de sortir des cadres et pour proposer également des descriptions de métiers qui vont être un petit peu différentes. Alors, on va partir dans une partie un peu plus chiffrée. Les jeunes générations, concrètement, aujourd'hui, expriment un besoin plus fort en termes d'autonomie et de flexibilité. Ça s'affiche en petit à l'écran et je crois que là, l'heure tourne, donc je vais aller assez vite. Ce qu'il y a à noter, c'est que chez les générations Y et Z, ces générations-là sont moins en attente d'instructions à recevoir. Vous voyez sur le tableau, en fait, différentes questions. Les répondants devaient répondre par oui ou par non. Je souhaite avant tout l'autonomie et la flexibilité dans mon travail. 93% de la génération Z a répondu oui à ce point-là, contre uniquement, entre guillemets, 85% des baby-boomers. J'attends de mon supérieur des instructions à appliquer. 59% des répondants uniquement sur la génération Z, là où 81% des baby-boomers cherchaient justement des instructions claires. Pareil, sur la charge de travail, j'aime décider moi-même de mon organisation du travail. 80% de la génération Z et recherche ce point-là.
Les baby-boomers, quant à eux, sont plus dévoués donc et attachés à la hiérarchie. Et je le disais, 81% vont attendre des informations et des instructions claires de leurs supérieurs. Toujours est-il que 98% accordent une grande importance à la relation de confiance qu'il peut y avoir entre un employeur et un salarié, et une méfiance de la part de la direction est souvent associée, lorsque c'est associé à une faible autonomie du salarié, sont souvent des arguments en réalité pour quitter le poste de travail actuel. Concernant le contenu du travail, la génération Z est à la recherche d'expériences enrichissantes et préfère travailler dans des entreprises qui vont proposer un apprentissage tout au long de la vie. 85% vont avoir un intérêt pour des missions variées et une absence de routine. D'ailleurs, avoir des missions qui changent est le troisième argument qui est cité par cette génération Z pour rester au sein d'une entreprise. 88% des aides, justement, attendent que leur manager leur transmette des compétences, qui les fassent grandir. Il y a vraiment cette idée, cette notion de l'apprentissage tout au long de la vie professionnelle qui est recherchée dans cette génération Z. Cet attrait des missions variées également, et un goût pour l'autonomie. La génération Y, quant à elle, se dit favorable à 62% pour avoir, se dit favoriser, le salaire aux missions face à 2 offres d'emploi pour la génération Y, ce qui n'est pas forcément vrai pour la génération Z. On le verra très rapidement. Concernant le relationnel client, qui est quand même une part très importante des métiers de la logistique et du transport, on se rend compte que 91% des répondants parlent de la relation client comme un facteur d'attractivité dans le secteur. 91% se disent qu'il est important d'avoir des relations fréquentes avec l'extérieur. 85% des salariés considèrent que leur métier doit servir aux autres. La relation client est aussi une source d'attractivité pour les personnes qui vont être en formation, ainsi que pour les demandeurs d'emploi. Il y a cette idée de relation client qui est quand même bien ancrée. Et c'est une très bonne chose, puisque c'est vrai que je pense au transport routier, que ce soit de marchandises ou de voyageurs, et pour d'autres activités, de toute façon, du transport et de la logistique, le relationnel client et l'humain est vraiment très important. Les conducteurs et les conductrices sont vraiment la vitrine de l'entreprise. Et on voit que cette idée est quand même bien perçue. La rémunération, j'en parlais. La rémunération, en réalité, ce que montre cette enquête, c'est que la rémunération devient plus aujourd'hui un facteur de fidélisation qu'un facteur d'attractivité. 27% des répondants ont déclaré qu'une augmentation de salaire les ferait rester dans l'entreprise s'ils hésitaient à partir de leur structure actuelle. Mais pour 73% d'entre eux, c'est plutôt le contenu, l'organisation et l'ambiance du travail qui importent le plus au sein d'une entreprise. Alors évidemment, on va avoir des personnes qui vont avoir des choses à redire sur leur rémunération, mais en réalité, donc, sur notre enquête et les plus de 1250 réponses que nous avons eues, seulement 10% des salariés répondants sont totalement insatisfaits de leur rémunération. Concernant les jeunes, 46% de la génération Z dit favoriser l'émission au salaire, contre 38% chez les Y d'ailleurs, et 86% des aides justement disent s'investir parce que leur travail leur plaît. Il y a vraiment cette recherche de sens qui arrive de plus en plus dans cette génération Z. Ils s'investissent parce que leur activité, leur métier leur plaît et pas forcément pour recevoir une prime ou alors une promotion. Ensuite, 88%, c'est vraiment axé sur le secteur du transport et de la logistique. Selon les différents secteurs d'activité, les réponses peuvent être évidemment différentes. Et enfin, un dernier point sur cette génération Z. Les Z, vous le voyez à l'écran, choisissent une entreprise où ils se sentent bien professionnellement et personnellement, je le disais tout à l'heure. Leurs critères de sélection regroupent autant l'environnement de travail, l'ambiance, également les challenges, pourquoi pas, qui peuvent être apportés par l'entreprise. Ils veulent s'engager pour une entreprise, pour des collègues, pour une équipe dont ils partagent leurs valeurs. Il y a vraiment cette idée de rassembler autour d'une valeur commune qui intéresse les jeunes candidats.
Je disais, cette étude, vous pouvez la retrouver en ligne. Je ne sais pas si j'ai accès au chat pour pouvoir transmettre les informations et les liens. De toute façon, ils sont là, je les ai transmis pour pouvoir retrouver l'étude complète ainsi qu'un petit condensé qui reprend les principales informations. Tout ça est disponible en libre accès sur notre site, sur le site de l'AFT. Je fais une petite parenthèse. Je parlais tout à l'heure de retravailler sa communication, chercher des nouveaux canaux pour attirer des candidats, les fidéliser. C'est vraiment le cœur de notre démarche ambassadeur et ambassadrice de l'emploi, du transport et de la logistique qui est axée pour les entreprises de la branche et qui vise à travailler sur 3 axes. Le recrutement des salariés, la fidélisation des personnes qui sont en poste, ainsi que la valorisation du secteur et de l'entreprise auprès du grand public. La démarche ambassadeur de l'emploi, c'est une démarche qui est volontaire, qui est vertueuse pour l'entreprise et qui vise vraiment à travailler sur ce que l'entreprise fait déjà. Ce qu'elle met déjà en place pour recruter ou en termes d'attrait pour les candidats qui sont déjà en poste, mais qui ne vont pas forcément communiquer là-dessus. En travaillant sur ces 3 axes, sur une durée de 3 ans, les entreprises du transport et de la logistique vont rentrer dans la démarche ambassadeur de l'emploi, qui va leur permettre justement de maximiser leur recrutement, de fidéliser leurs candidats de façon plus poussée, également de devenir un ambassadeur, une ambassadrice de l'entreprise et du secteur, de la branche sur son territoire, en ouvrant ses portes, mettant en place des journées portes ouvertes pour des étudiants, pour des demandeurs d'emploi, pour tout type de public, en répondant à des enquêtes, des études, des statistiques, en acceptant des personnes en formation, en stage, en immersion, en favorisant la mixité, en recrutant des jeunes ou alors des publics seniors. C'est vraiment plein d'actions vertueuses pour essayer de favoriser le recrutement des entreprises du transport et de la logistique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je me fais un plaisir de répondre à toutes vos questions là-dessus à l'issue de cette présentation, mais je vais vous laisser la main. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, donc, comme vous l'a dit, donc Monsieur Guillot, vice-président de l'Observatoire, l'Observatoire est aussi une cellule d'appui juridique pour accompagner les entreprises souhaitant mettre en œuvre un dialogue social au sein des entreprises. Alors, nous sommes là pour vous présenter donc le dialogue social dans les TPE et PME et vous présenter le cadre juridique. Avec les ordonnances travail, l'accord d'entreprise a été repositionné comme étant au cœur du dispositif. Le dialogue social, qu'est-ce que c'est? Si on pose la définition de l'OIT, il s'agit de tout type de négociation, de consultation ou d'échange d'informations entre les parties. Néanmoins, ce qu'on peut constater, d'ailleurs le Conseil économique et social le dit, la notion de dialogue social est couramment utilisée mais rarement définie avec précision. En fait, on peut y mettre ce que l'on souhaite, la signification que l'on souhaite en fonction des acteurs. Toutefois, le dialogue social, à quoi ça sert? Quels sont ses enjeux? Le dialogue social permet de prévenir des conflits individuels et collectifs. C'est un outil d'attractivité. C'est d'ailleurs le sujet aujourd'hui qui vous est proposé, c'est que par le dialogue social, on peut œuvrer en faveur de l'attractivité d'une entreprise. On le verra via la qualité de vie au travail. On le verra également selon les thèmes des accords que vous pouvez être amené à mettre en œuvre au sein de votre structure. Pourquoi? Parce que le dialogue social n'est pas l'affaire des grosses entreprises. Désormais, il s'agit d'un dispositif qui est offert à toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, et avec de nouveaux interlocuteurs, qu'il s'agisse d'une entreprise avec un effectif inférieur à 11 salariés ou d'une grosse entreprise avec plus de 150 salariés. Pourquoi? Les salariés, qu'ils soient mandatés ou non par une organisation syndicale, peuvent être un partenaire dans le cadre de la négociation collective, dans le cadre du dialogue social. Le CSE peut également être un partenaire et également les représentants syndicaux. Tous les acteurs de l'entreprise ont donc leur rôle à jouer dans le cadre du dialogue social. En fonction également des besoins de l'entreprise et du sujet que l'entreprise souhaite porter. On vous a mis dans le cadre de la présentation, et vous l'aurez par la suite, les différents acteurs pouvant intervenir dans le cadre du dialogue social. Et vous le voyez, quel que soit l'effectif de l'entreprise, vous pouvez œuvrer et mettre en œuvre un dialogue social, et ce, en vue
de favoriser l'attractivité de votre structure. Donc, vous le verrez sur le support, tous les thèmes sont ouverts à la négociation et on peut créer ce qu'on appelle en fait un accord et du droit sur mesure pour votre entreprise et répondant aux objectifs et aux préoccupations de votre entreprise. Désormais, le dialogue social n'est plus uniquement pour les représentants syndicaux, puisqu'on voit que dans les entreprises de moins de 50 salariés et également de plus de 50 salariés, d'autres partenaires peuvent être sollicités pour mettre en place un dialogue social et un accord d'entreprise au sein d'une entreprise. Donc voilà, pour chaque entité, on peut mettre en place un cadre sur mesure, un accord d'entreprise sur les thèmes qui vous préoccupent au sein de votre entreprise. Donc par la suite, on va vous projeter le témoignage d'une expérience de dialogue social au sein d'une structure dotée d'un CSE. Donc il s'agit du groupe Human. Vous allez avoir une vidéo qui est le témoignage de cette entreprise et de leur expérience en faveur du dialogue social. Je l'ai pas, je l'ai plus. Ouais, mais je peux pas la partager. Alors. Un petit souci technique, donc en attendant, donc pour l'instant, il n'y a pas de questions dans les questions. Voilà, je vais laisser le témoignage démarrer. Elle marche pas. Ouais, mais je sais, je vois. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué en termes techniques. Donc, excusez-nous pour ce petit décalage. On attend de voir si on arrive à avoir le son de la vidéo. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de questions, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour autant, donc nous avions une question d'un des participants. Alors, je vous la pose telle qu'elle est posée. Est-ce que le logement peut être un frein dans le processus d'intégration? Donc, je me tourne peut-être vers vous, Coralie, sur les facteurs qui ont été identifiés. Oui, le logement, alors c'est très clairement dans notre département le logement saisonnier qu'on est en ligne de mire, puisque se loger dans le golfe de Saint-Tropez, vous le savez, pour la saison estivale, c'est un petit peu compliqué. Donc pas mal de structures d'hôtellerie-restauration essayent de mettre en place des logements et de loger leurs saisonniers, par exemple, mais c'est aussi le cas de certaines communes qui ont mis en place des actions comme la Croix-Valmer, par exemple, qui met à disposition des logements saisonniers pour essayer de lever ce problème. Il y a ce problème-là aussi pour les saisonniers de l'agriculture, mais on a également des zones dans le département où on ne peut pas loger non plus les apprentis. La double, voire triple résidence des apprentis, c'est encore un autre problème, puisqu'il y a un lieu pour suivre son apprentissage auprès de son employeur, poursuivre sa formation, et en général, la résidence familiale est encore dans un troisième endroit. Donc, toutes ces solutions-là, on essaye de les embrasser ensemble et de voir au niveau, avec les collectivités, les services de l'État et les collectivités, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions, notamment sur cette question du logement des apprentis, sur lesquelles on travaille actuellement. Mais il y a des solutions. Souvent, les employeurs ne connaissent pas les solutions qui peuvent exister pour eux, notamment auprès d'Action Logement ou de l'Union régionale de l'habitat des jeunes, pour essayer d'accompagner leurs employés dans l'accès à un logement autonome.
Merci beaucoup. Je sais pas si je vais peut-être vous proposer, je suis pas sûre qu'on ait résolu le souci technique. Je vais peut-être... on va essayer. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Frasca, DRH de l'UMAN, et Madame Bianco, secrétaire CSE d'UMAN. Et je les remercie d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Donc à l'occasion des NAO 2021 et 2022, donc les négociations annuelles obligatoires, l'ADAPI, qui est devenue le groupe UMAN, a négocié et signé avec les représentants du personnel 2 accords collectifs qui, outre les dispositions salariales, comportent d'autres dispositions sur diverses thématiques, notamment durée du travail, l'amélioration de la qualité du travail ou encore égalité professionnelle des femmes. Madame Pascal, pouvez-vous nous présenter brièvement votre structure et dans quel cadre, dans quels objectifs ont été signés ces accords? Alors, UMAN, c'est une organisation qui accompagne des personnes en situation de handicap, des enfants qui nous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance et des personnes âgées en situation de perte d'autonomie. On a un groupe assez conséquent sur l'ensemble de la région PACA. On représente à peu près 1200 salariés et on est organisé dans une quarantaine de dispositifs et d'établissements que les gens connaissent sous le nom de foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées, mais aussi des dispositifs un peu plus discrets que l'on appelle hors les murs, avec des équipes mobiles qui interviennent auprès de l'ensemble de ces populations-là pour faire en sorte qu'ils puissent avoir un accès à leurs droits qui soit le plus étendu possible. Moi, de mon côté, sur les accords dont vous avez fait référence en introduction, alors je n'étais pas en poste au moment où on a créé l'architecture, la philosophie de la négociation de ces accords. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de les faire vivre, de les faire évoluer avec l'ensemble des élus et de nos salariés. Et c'est vrai que je vous remercie d'avoir noté en tout cas qu'ils étaient particulièrement complets, parce que c'est souvent ce qu'on se dit avec nos élus, de se dire qu'on a la chance d'avoir eu des équipes qui, dès la signature des ordonnances Macron, ont tout de suite travaillé à faire en sorte que ces accords soient assez complets pour continuer à faire vivre l'organisation et lui permettre d'évoluer tout au long de sa vie. Et Madame Bianco, vous, en tant que représentante du personnel, est-ce que vous pouvez vous présenter également en quelques mots et vous dire également ce contenu des accords qui sont attendus? Bien sûr. Donc voilà, je m'appelle Madame Bianco, je travaille avec UMAN depuis 17 ans en tant que monitrice éducatrice. Je suis par ailleurs déléguée syndicale FO et secrétaire du CSE. En gros, les NAO sont un temps quand même privilégié et d'échange sur les conditions de travail. Au sens large, l'augmentation du pouvoir d'achat, en passant par le temps de travail, les mesures de partage de la valeur créée dans l'association, telles que la bienveillance, le dialogue social ou l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle homme-femme. C'est un moment important pour les délégués syndicaux de l'association et l'ensemble des membres du CSE qui sont particulièrement mobilisés tout au long de l'année. Donc notre rôle consiste à porter la voix des salariés auprès de la direction et faire en sorte que nous soyons entendus. Donc les attendus, les résultats des NAO peuvent avoir un impact particulièrement important pour les salariés dans leur quotidien. L'augmentation des salaires, les primes, l'aménagement du temps de travail, la modalité de travail, comme le télétravail, et d'autres avantages visant à améliorer les conditions de travail. Merci. Madame Frasca, maintenant de nous dire peut-être en termes de processus, quelles sont les étapes, parce que le dialogue social, c'est aussi un processus qui peut être plus ou moins long, mais il y a différentes étapes qui permettent d'aboutir à une signature de ces accords. Quelles ont été ces étapes au sein de l'UMAN? Oui. Alors, en travaillant un peu cette interview avec Mme Bianco, on a essayé de comprendre vraiment quels étaient les leviers de succès pour nous dans la négociation des NAO, et on s'est aperçu qu'en fait, on avait effectivement des moments dédiés, privilégiés, dans lesquels on convoque un ensemble de négociateurs autour de la table des négociations, mais les sujets, les thèmes, les axes de travail sur lesquels on souhaite travailler en particulier, en fait, ils se nourrissent toute l'année. Ils se nourrissent toute l'année parce qu'on a une équipe d'élus, alors non seulement nos élus membres du CSE, mais aussi nos représentants de proximité, qui toute l'année travaillent au plus près de nos salariés sur le terrain pour nous faire remonter les sujets, les thèmes, les besoins des salariés. Et on a
on a nos espaces qui s'auto-alimentent directement à l'intérieur des CSE eux-mêmes, mais aussi dans l'ensemble de nos commissions CSSCT, formation, voilà, exactement. Qui nous permettent de remonter les sujets au fur et à mesure et de faire à la fin, au-delà des revendications qui sont apportées par nos délégués syndicaux, un choix de thèmes ou d'axes de travail sur lesquels on a particulièrement envie de faire progresser l'organisation. Donc, en synthèse, on a des temps dédiés, mais on les travaille tout au long de l'année. Madame Bianco, même question pour vous. Donc, c'est effectivement un quotidien qui s'entretient, mais voilà, est-ce que selon vous, quel est ce processus, mais aussi quels sont les préalables pour fixer un petit peu le cadre de ces négociations? Effectivement, nous devons travailler au préalable de certains points, identifier et prioriser les besoins des salariés, attirer l'attention de l'employeur sur le bien fondé de ses demandes, dans un climat de dialogue bienveillant entre tous les acteurs de la négociation, trouver le bon compromis qui nous permettra d'atterrir à une négociation à la fois bénéfique pour les salariés et acceptable pour l'employeur. Les délégués syndicaux peuvent être aussi élus au CSE et ils le sont. Ils sont généralement informés des différents projets de l'association. Donc, en effet, il est nécessaire de bien préparer ces négociations en prenant en compte les éléments d'analyse des résultats de l'association, du contexte économique dans lequel elle s'insère, ainsi que la stratégie à moyen et à long terme. Donc, il est important d'être réaliste aussi sur nos demandes, qui doivent prendre en considération tout le contexte et effectivement de l'association. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure que c'était un travail qui se mène quasiment au quotidien. On a la chance d'avoir un dialogue social qui est plutôt simple et on a une association très active en termes de projets, par exemple. On tient au courant nos élus très régulièrement de l'avancée de nos projets. Alors, des fois, ça les embête presque un peu parce qu'on explique que les projets sont en cours, qu'un peu aimerait bien qu'on puisse les faire aboutir plus rapidement, mais en tout cas, ça donne au moins un peu de perspective sur la durée des projets, ce qui leur permet aussi d'anticiper de quelques semaines, de quelques mois, les éventuelles revendications ou demandes qui pourront s'inscrire à l'intérieur des NAO au regard des projets projetés de l'association. Et c'est vrai que c'est un vrai avantage pour eux parce qu'ils ont une connaissance très claire de là où on va, où on souhaite atterrir, et ça permet de faire évoluer les demandes au fur et à mesure. Alors, une question peut-être un peu difficile en termes de projection. Ces accords NAO de 2021-2022, ils sont assez récents, mais c'est une tradition, on va dire, de dialogue social longue au sein de XLAB aujourd'hui humain. Est-ce que vous avez pu identifier déjà les premiers impacts de ces accords sur les thématiques qui sont traitées, notamment sur l'amélioration de la qualité de vie au travail, sur l'égalité professionnelle, etc. Est-ce qu'il y a déjà les premiers impacts qui ont pu être détectés parmi les salariés? Nous, déjà, on a une grande fierté qu'on partageait ensemble, c'est de se dire que notre accord, il est assez bien connu de nos salariés. Il est long, il est complet, il est parfois un peu technique, mais il est très connu des salariés, ce qui est pour nous déjà un premier élément de réussite important. On a encore des progrès à faire dans sa communication chaque année, de le diffuser plus largement et puis de faire un peu preuve de pédagogie, en tout cas sur certains de ces aspects, mais globalement, il est plutôt bien connu. C'est toujours difficile de mesurer les impacts. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais en tout cas, on sait à quel point c'est un document de référence chez nous, c'est un document de référence pour nos salariés, et il concourt au dynamisme de notre marque employeur de manière globale, assez clairement, notamment l'ensemble des aspects, on en discutait tout à l'heure, sur la mutuelle, par exemple, que l'on prend en charge à 100%, nous, sur le panier de base employeur, quand on cherche en tout cas à attirer des talents, à les fidéliser ou à pouvoir montrer à nos salariés quels sont les avantages à travailler dans notre organisation, ces choses-là en font partie. Elles sont aussi bien connues. Alors, Madame Frasquet, vous avez déjà répondu plus ou moins à la question que je voulais poser à Madame Bianco, mais elle va nous confirmer. Sûrement, côté salarié, côté représentant des salariés, est-ce que vous avez déjà observé des premières concrétisations de ces accords sur la vie quotidienne des salariés? Alors, les accords 2021 et 2022, je les ai plus en cours parce que je suis fraîchement élue déléguée syndicale. Voilà, donc j'y ai été invitée
lors de ces négociations. Les impacts, oui, on peut en voir un petit peu. Aujourd'hui, on aurait peut-être besoin de travailler encore nos indicateurs d'impact. On connaît bien les mesures, d'ici à être capable de les mesurer, c'est toujours la même problématique. Ce que l'on sait, c'est qu'ils sont connus, ils nous permettent de sortir un peu notre épingle du jeu dans un marché de l'emploi qui est particulièrement concurrentiel. Certaines mesures, effectivement, permettent de rendre l'association attractive et se distinguer positivement des autres acteurs. On peut effectivement citer, comme l'a dit Madame Frasca, la protection sociale avec la mutuelle et la prévoyance prise à 100%. Après, la prime de présentéisme telle qu'elle est dans l'accord, même si il s'agit d'une décision unilatérale de l'employeur, voilà, certains critères ne sont pas compris de tous. Mais l'attractivité du secteur et la fidélisation des salariés ne sont pas uniquement liées au NAO. Voilà, c'est un ensemble dans le NAO pour partie. Voilà. C'est un ensemble qui doit s'apprécier. Pour prolonger justement sur cette réflexion, hein, sur plus globalement, donc on a parlé des accords NAO, mais plus globalement peut-être dans votre pratique de dialogue social au quotidien et en perspective de futurs accords, hein, ce type d'accord, quel effet il peut avoir sur notre activité d'entreprise? Vous l'avez déjà dit, mais peut-être de le redire aujourd'hui, c'est important pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, ce type d'accord, quel effet il peut avoir sur notre activité de structure comme nous? Alors, je pense que ça n'est pas un élément que l'on met en avant dans notre manière d'aller recruter ou rechercher des talents, évidemment. Mais je pense qu'il symbolise aussi le dynamisme d'une organisation comme la nôtre. On est dans une convention collective qui est certes très protectionniste, mais qui manque peut-être, en tout cas selon moi, une forme de modernité ou d'adaptation au marché de l'emploi. On a nous en place chez nous, ça nous permet de mieux nous adapter aux besoins de nos futurs talents, au marché de l'emploi tel qu'il existe aussi dans notre région, et de montrer qu'on est capable d'une forme d'audace raisonnable, qui, à mon avis, donne un peu le ton de l'organisation que l'on est. Ça ne sert pas à notre argument premier d'attraction de nos talents, mais en tout cas, c'est un socle solide sur lequel on se base. Et on voit bien que quand les candidats sont finalement embauchés chez nous et qu'ils prennent conscience de l'ensemble des dispositions de ces accords, ça permet aussi de conforter leur choix. Donc nous, c'est là-dessus qu'on ne désire pas que vous parlez d'autres accords qui sont en cours. On a un accord GPEC ou GEPP, en tout cas, qui est aussi très structurant dans les trajectoires professionnelles de nos salariés. Et puis, qui me regarde aussi enfin, on en a d'autres dans les tuyaux qu'on a peut-être plus de mal à rédiger là aujourd'hui, parce qu'on avait d'autres priorités, mais notamment des accords sur le télétravail. Aujourd'hui, on a une charte qui nous permet de nous organiser là-dessus. On aimerait aller plus loin, et d'autres sur les dons de jour, notamment, sur lesquels on voulait travailler. Donc, on continue d'avancer là-dessus sur une base la plus efficace possible. Pour terminer, Madame Bianco, même question, on va dire, éclairage côté salarié. Ces mesures qui sont négociées dans le cadre du dialogue social, quel retour vous avez sur le recrutement et surtout, peut-être, comme le disait Madame Frasca, peut-être qu'on n'a pas conscience au moment du recrutement, mais au moment lorsqu'on est dans l'entreprise pour la fidélisation des salariés. Quel effet, quel retour vous avez, vous, de sur ces mesures, sur la fidélisation des salariés dans les structures comme la vôtre? On ne va pas assez loin encore. C'est ça qui est vraiment différent. Non, je pense qu'on est de l'amélioration effectivement de la qualité de vie au travail et de mettre en avant quand même ce qu'on a pu déjà vous accorder, ce que l'employeur a voulu nous accorder au niveau des NAO. On est toujours dans un échange et un dialogue bienveillant pour améliorer, je le redis, pour améliorer le travail qui est déjà mis en place. On le remarque, je trouve, quand on discute avec nos salariés, alors moins en tout cas dans des espaces différents de ceux de nos élus, mais ils ont conscience des avancées qui sont dans les NAO. Ils aimeraient évidemment qu'on aille plus loin, donc on a cette spécificité d'avoir, vous l'avez vu peut-être dans l'accord, d'avoir des discussions
assez individualisé sur un type de population. Parmi les choses qu'on nous demande souvent, c'est de l'élargir, d'élargir les avantages des populations plus avancées, ou quand on a une disposition qui correspond uniquement à un type d'établissement, à un type de métier, on aimerait pouvoir élargir de manière un peu plus globale des avantages importants ou moins importants à l'ensemble des groupes ou des publics, en tout cas, que les salariés que nous avons. Mais pour autant, je pense qu'il y a un vrai principe de réalité sur lequel les salariés sont conscients que des efforts sont faits. Ils aimeraient évidemment qu'on aille plus loin, mais ils sont conscients que des efforts sont faits. Je rejoins Mme Francelet tout à fait. Dans une remarque, elle est toujours un complément. On a bien fait. Voilà. Très bien. Écoutez, mesdames, au nom de l'Observatoire du dialogue social, je vous remercie d'être prête à l'exercice pour apporter ce témoignage qui est particulièrement éclairant sur le plan d'attractivité et d'utilisation des salariés dans les entreprises. Donc, je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une bonne journée. Merci également. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons revoir un peu en condensé ce qui a été dit précédemment sur les outils du dialogue social, notamment sur celui du CSE. Les bases, de toute façon, d'un bon dialogue social, c'est la crédibilité des intervenants. Et ça passe par une formation. Une formation continue qui permet d'établir une relation de confiance, que ce soit avec les employés que la direction. Donc, comme on dit, qui a le savoir a le pouvoir. Donc, ça passe aussi, comme on l'a vu, par des négociations collectives au sein du comité social et économique, qui permet aussi de pallier, comme on l'a vu, à des carences qui pourraient exister au niveau du droit du travail et des conventions collectives nationales pour s'adapter au mieux aux particularités de l'entreprise et aussi à la réactivité du marché de l'emploi ou l'adaptabilité des entreprises qui est mise à rude épreuve avec les conditions économiques actuelles. Donc, comme on l'a dit, les réunions sont très importantes, elles permettent une écoute, et permettent aussi de mettre à plat certains problèmes qui peuvent surgir dans l'entreprise, et que ce soit d'un côté comme de l'autre. Surtout, ça intervient aussi comme on l'a vu, pour la qualité du travail, pour la sécurité, pour toutes ces petites choses qui font que qui augmentent l'attractivité des entreprises. Donc là, on l'a vu, donc ces formations ne sont pas fermées non plus aux dirigeants, donc c'est de part et d'autre que l'on doit se former pour toujours la même raison, la crédibilité et un dialogue qui peut générer aussi par la pertinence des intervenants une certaine continuité dans la poursuite des activités de l'entreprise. Et on peut aussi faire, lorsque il y a des soucis et des problèmes, on peut aussi faire appel, quand le dialogue est bloqué en interne, on peut aussi faire appel à des intervenants extérieurs pour faire des audits et toute autre chose. Par exemple, pour faire venir un ergonome et tout ça pour les conditions de la qualité du travail, pour voir les répétitions au niveau des gestes et tout ça, pour les maladies les troubles squeletto-musculaires notamment. Et ainsi aussi pour les troubles psychosociaux qui sont en connaissance à l'heure actuelle.
Donc on peut aussi avoir comme outil au niveau du comité social et économique un site internet et une boîte mail ou tout autre moyen pour communiquer. Donc les réseaux sociaux, pourquoi pas, à utiliser avec parcimonie et toujours en respectant certaines règles de déontologie. Donc la consultation, on l'a vu précédemment, donc pour tout problème survenant, par exemple, tout accident, oui, tout moment de la vie d'une entreprise, quand il y a un problème qui surgit de façon impromptue, la consultation du CSE de façon extraordinaire pour trouver des solutions, pour écouter, pour enquêter, pour résoudre ces problèmes inopportuns et pouvoir repartir de façon plus sereine. Donc, la mise en place au sein de commissions aussi peut être intéressant au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut faire une commission logement, une commission harcèlement, des référents harcèlement au travail et sexuel. Donc tout ça déjà pour assainir tout ce qui pourrait se présenter comme conflit qui cristalliserait des choses. Donc pour désamorcer tous ces conflits, c'est important d'avoir toutes ces commissions et pour répondre aussi aux desiderata des employés. Donc ça renforce aussi quand les employés se sentent écoutés. Ça renforce d'autant plus l'attractivité des entreprises. Donc après, on a aussi la mise en place des groupes de travail au sein des entreprises qui peut être intéressante pour solutionner, par exemple, ou proposer des solutions, proposer des solutions pour améliorer la productivité, pour tout ça dans un cadre légal. Les réunions d'équipe aussi, qui ont à peu près le même but. Les comités de pilotage ou les comités de direction, pareil. Et aussi, un point très important, c'est les entretiens annuels qui sont là pour vraiment discuter, mettre à plat tout ce qu'il peut y avoir comme crispation, comme gêne entre la hiérarchie et les employés. Ça, c'est un moment vraiment particulier qu'il faut vraiment prendre le temps de préparer et vraiment c'est vraiment un moment d'écoute qui est très important parce que l'employé, il a vraiment comme dirais-je, une proportion à avoir une certaine, une certaine reconnaissance de son travail. Voilà. Et après, comme tout dialogue, parfois quand le dialogue est cassé aussi, on peut préparer la grève, une grève pour montrer notre désaccord profond et violent violent entre guillemets, pour faire bouger les choses si tant est qu'elles puissent bouger. Alors aussi, là, nous avons une étude qui a été faite, réalisée par la DARES, qui est intéressante, c'est-à-dire que plus de 69% des patrons de TPE, de petites et moyennes entreprises, prennent leurs décisions tout seuls. Donc, c'est qui peuvent, qui peuvent aussi frustrer les employés du fait qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, pour toutes ces petites structures, on a un outil qui est la commission paritaire régionale interprofessionnelle qui permet d'intervenir au sein de ces petites entreprises quand il y a des interrogations qui se posent au niveau social.
et qui peuvent être importantes. Donc, elles informent les salariés et les employeurs des dispositions légales et conventionnelles applicables dans l'entreprise, ce qui peut toujours être un plus. Elles effectuent elles discutent des problématiques spécifiques au TPE et à leurs salariés autour d'un large champ de thématiques. Donc, tout ce qui est la qualité de vie au travail, tout ce qui est sécuritaire et autres. La formation aussi, est importante. Elle facilite le dialogue social et elle aide à la résolution des conflits individuels ou collectifs, comme on a dit précédemment. Elle participe à l'amélioration des conditions de travail et elles encouragent le développement des activités sociales et culturelles pour les salariés des très petites entreprises. Donc ça, c'est quand même une institution qui est intéressante. Et enfin, nous avons aussi l'Observatoire du dialogue social, qui est là aussi pour répondre aux saisines. Donc, on l'a dit précédemment en ouverture, de tous des entreprises ou des syndicats, des représentations professionnelles pour les difficultés qui peuvent être rencontrées dans le cadre de négociations. Voilà. Et une fois de plus, comme je l'avais dit en préambule, on a des outils, mais les mains qui les utilisent sont très peu nombreuses, donc il faudra être conciliant si les interrogations et les demandes ne sont pas toutes comblées. Voilà. Donc je laisse la parole à ma chère présidente. Nathalie, est-ce qu'il y a des questions en attente? Non, aucune question en attente. Nous vous remercions pour votre participation. Comme vous l'aurez compris, donc, le dialogue social est un outil de management et un outil au service de l'attractivité de vos entreprises, et ce dernier s'adapte à chaque entreprise. Pour ceux qui le souhaiteraient, désormais, il y a un site qui est mis en ligne afin de répondre à vos interrogations et sur lequel vous allez pouvoir trouver les membres déjà les membres de l'Observatoire du dialogue social, également certaines réponses à vos questions. Donc, ce site est mis en ligne depuis le 30 octobre, donc c'est tout neuf. Le site, c'est espace-odds.fr et vous y trouverez, on l'espère, l'ensemble des réponses à vos questions. Nous vous remercions et à très bientôt. Au revoir.